Un Écossais nommé Agostino Angus Barbieri s'est assis un matin pour prendre un petit déjeuner très intéressant. Un œuf à la coque, une tranche de pain avec du beurre et une tasse de café. Mais l'aspect le plus intéressant de ce repas est que ce petit déjeuner, pris en juillet 1966, était le premier repas d'Angus depuis plus d'1 an. On dit souvent que l'homme peut vivre quelques semaines sans nourriture, quelques jours sans eau et quelques minutes sans air. Il s'agit là de besoins humains fondamentaux, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment tout ce dont nous avons besoin pour survivre? Sous surveillance médicale, Angus Barbieri a jeûné pendant plus de 382 jours et a survécu. Mais comment a-t-il fait? Le premier jour du jeûne, lorsqu'Angus est monté sur la balance, il pesait 209 kg. À la fin de son jeûne, il ne pesait plus que 82 kg. Pendant toute cette période, il a principalement consommé des boissons telles que du thé, du café et de l'eau gazeuse. Les médecins ont supervisé cette expérience et ont veillé à lui fournir des suppléments vitaminiques. Son cas a été publié dans le Postgraduate Medical Journal en 1973 et reste l'un des exemples les plus extrêmes et les mieux documentés des limites du corps humain. En réalité, la plupart des gens ne peuvent vivre que peu de temps sans manger. Le corps utilise les réserves de graisse pour survivre lorsqu'il ne reçoit pas suffisamment de calories de la nourriture. Comme Angus disposait d'une grande réserve de graisse corporelle, il a pu rester beaucoup plus longtemps sans manger. Il s'avère donc qu'il est un peu simpliste de dire que les gens ont simplement besoin de nourriture pour survivre. Ce dont le corps a réellement besoin, ce sont des calories provenant soit de la nourriture, soit des réserves de graisse. Et les calories, il s'agit d'une unité d'énergie, plus précisément la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau d'1 degré Celsius. Mais peut-être que cela ne s'arrête pas là, peut-être que ce dont nous avons besoin pour survivre est encore plus compliqué que cela. Au début des années 1900, un homme du nom d'Abraham travaillait sur une énigme similaire alors qu'il étudiait la psychologie à l'université de Columbia. À l'époque, la psychologie se concentrait beaucoup sur la pathologie ou psychologie anormale. Les écoles behavioristes et freudiennes s'attachaient à identifier et à traiter les comportements anormaux. Mais Abraham se demandait s'il n'était pas un peu trop simpliste de dire que les personnes saines sont simplement des personnes qui ne présentent pas de conditions psychologiques anormales. Né à Brooklyn en 1908 dans une famille d'immigrés juifs russes, Abraham a connu des sentiments d'isolement et de solitude dans sa jeunesse. C'est peut-être ce qui lui a donné l'idée que certains facteurs pouvaient être identifiés comme des besoins de la personne humaine en dehors des besoins physiques fondamentaux ou tout simplement de l'absence de conditions psychologiques anormales. Au lieu de considérer l'épanouissement humain comme la compréhension et le traitement de tout trouble ou dysfonctionnement chez les patients, Abraham s'est demandé s'il pouvait se concentrer sur une troisième force en psychologie qui ne soit ni psychanalytique ni behavioriste. Abraham a travaillé avec un psychologue nommé Harry Harlow qui menait des recherches sur les bébés singes. Les travaux de Harlow ont montré que les bébés singes rhésus, privés de chaleur maternelle et auxquels on ne donnait que de fausses mères singes en fil de fer qui leur fournissaient de la nourriture, grandissaient avec des troubles comportementaux extrêmes. Bien qu'ils aient survécu physiquement, ils présentaient de profonds déficits sociaux tels qu'une incapacité à nouer des liens, une forte anxiété ou de l'agressivité. Abraham Maslow a ensuite passé beaucoup de temps à observer et à écrire sur des personnes qu'il considérait comme exceptionnellement productives ou compatissantes, Eleanor Roosevelt, Albert Einstein et d'autres, en essayant d'identifier les qualités qu'elles avaient toutes en commun. Cette démarche était inhabituelle à l'époque, car la psychologie avait tendance à se concentrer sur les maladies mentales plutôt que sur ce que les personnes saines et prospères faisaient de bien. Dans son article fondateur de 1943, A Theory of Human Motivation, publié dans la Psychological Review, Abraham Maslow a défini une hiérarchie des besoins que les gens traversent généralement pour mener une vie satisfaisante. La hiérarchie des besoins de Maslow classe les besoins humains en 5 niveaux, du plus élémentaire au plus avancé. Ces niveaux sont les suivants: physiologique, sécurité, amour et appartenance, estime et enfin réalisation de soi. La hiérarchie des besoins de Maslow est aujourd'hui largement connue et comprise comme représentative de certains des autres besoins, au-delà des besoins fondamentaux et corporels. La personne humaine n'est pas seulement un système physique et biologique. Nous sommes également communautaires, émotionnels et psychologiques. Nous avons besoin de sécurité, d'acceptation et d'amour. Il est donc un peu simpliste de dire que pour survivre, l'être humain a seulement besoin que ses besoins physiques soient satisfaits. Et ne voulons-nous pas faire plus que survivre? Nous voulons nous épanouir.
Mais des années après avoir publié sa théorie de la hiérarchie des besoins, Maslow a estimé qu'il manquait encore un niveau supérieur à l'original. Plus tard dans sa carrière, Maslow a conclu que la psychologie humaniste était incapable d'expliquer tous les aspects de l'expérience humaine. Lorsque vous vous réveillerez demain matin, vous vous mettrez au travail en veillant à prendre soin de vous. À la fin de la journée, vous vous serez nourri, vous aurez accompli le travail qui vous attend et vous aurez peut-être même parlé à vos amis ou à votre famille. Au début de la journée, nous cherchons tous naturellement à satisfaire nos besoins. Mais quels sont vraiment nos besoins quotidiens? Et de quoi avez-vous vraiment besoin pour non seulement survivre, mais aussi pour vous épanouir?